Harry Potter et le voyage d'individuation. La psychologie cachée d'Harry Potter. Imaginez ceci. Un garçon de 11 ans, vivant dans un placard sous l'escalier, découvre soudain qu'il est un sorcier. Mais que diriez-vous si je vous affirmais que le voyage d'Harry Potter ne concerne pas seulement la magie et l'aventure, c'est en réalité l'une des transformations psychologiques les plus profondes jamais écrites. Carl Jung, le psychologue pionnier qui nous a donné des concepts comme l'inconscient collectif et le moi ombre, a décrit un processus qu'il appelait « individuation », le voyage de toute une vie pour devenir votre moi authentique en intégrant tous les aspects de votre personnalité, y compris les parties que vous préfériez cacher. Et le voyage de 7 ans d'Harry Potter, du placard sous l'escalier à la défaite de Voldemort, est peut-être l'illustration la plus parfaite de ce processus jamais mis sur papier. Avez-vous déjà eu l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre? Comme s'il y avait une partie de vous que vous gardiez cachée, même de vous-même? Jung croyait que nous portons tous en nous à la fois la lumière et l'ombre, et que la véritable plénitude psychologique ne vient que lorsque nous apprenons à intégrer ces forces opposées. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans la façon dont J.K. Rowling, intentionnellement ou non, a créé un chef-d'œuvre de psychologie jungienne. Nous explorons comment l'Horcrux d'Harry représente le travail de l'ombre que nous devons tous accomplir, pourquoi sa relation complexe avec Séverus Rogue révèle la nature nuancée de la psyché humaine, et comment les reliques de la mort symbolisent les étapes finales pour devenir entier. Comprendre le processus d'individuation de Jung. Avant de plonger dans le voyage d'Harry, comprenons ce que Jung entendait par individuation. Jung croyait que nous naissons tous avec une psyché complète, mais en grandissant, nous apprenons à supprimer certains aspects de nous-mêmes pour nous intégrer dans la société, nos familles, et notre propre image idéalisée de nous. Les parties que nous supprimons ne disparaissent pas, elles forment ce que Jung appelait l'ombre. L'individuation est le processus de récupération de ces parties perdues de nous-mêmes et de leur intégration dans notre personnalité consciente. Il ne s'agit pas de devenir parfait. Il s'agit de devenir entier. Jung disait, « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. » Réfléchissez un moment à votre propre vie. Quelle partie de vous-même avez-vous appris à cacher? Quels aspects de votre personnalité avez-vous repoussés parce qu'ils n'étaient pas acceptables pour les autres? Jung dirait que ces parties rejetées sont toujours là, influençant votre comportement depuis l'inconscient. Le processus d'individuation implique typiquement plusieurs étapes. D'abord, nous rencontrons notre persona, le masque que nous portons pour le monde. Ensuite, nous devons confronter notre ombre, les parties de nous-mêmes que nous avons rejetées. Puis, nous intégrons notre anima ou animus, les aspects contraosexuels de notre psyché. Finalement, nous travaillons vers l'intégration avec le soi, la version totalisée et authentique de qui nous sommes vraiment. Maintenant, voyons comment le voyage d'Harry s'accorde parfaitement avec cette transformation psychologique. L'ombre d'Harry, l'Horcrux intérieur. Dès le moment où nous apprenons qu'Harry porte un morceau de l'âme de Voldemort en lui, nous assistons à l'une des métaphores les plus puissantes du travail de l'ombre jamais créé. L'Horcrux n'est pas seulement un dispositif magique narratif, c'est une représentation parfaite de la façon dont nous portons tous en nous les qualités mêmes que nous méprisons chez les autres. Jung a observé que ce que nous détestons le plus chez les autres est souvent le reflet de ce que nous ne pouvons pas accepter en nous-mêmes. Il appelait cela la projection. Nous projetons nos propres qualités d'ombre sur les autres puis réagissons fortement contre elles. La capacité d'Harry à voir dans l'esprit de Voldemort, à ressentir ses émotions, et même à parler fourche-langue représente comment nos aspects d'ombre sont toujours connectés à notre moi conscient, que nous les reconnaissions ou non. Rappelez-vous comment Harry luttait contre la colère tout au long de la série? Sa rage contre Ombrage, sa fureur contre Rogue, ces moments où il voulait utiliser des sortilèges impardonnables, ce n'étaient pas seulement des émotions d'adolescent. C'étaient des manifestations du travail de l'ombre qu'il devait accomplir. L'Horcrux amplifiait ses sentiments parce qu'il représentait les parties d'Harry qu'il n'avait pas encore intégrées. Jung croyait que nous ne pouvons pas simplement nous débarrasser de notre ombre, nous devons l'intégrer. Et c'est exactement ce qui se passe quand Harry marche volontairement dans la forêt interdite pour affronter Voldemort. Il ne combat pas l'ombre, il l'accepte comme partie de lui-même, ce qui est la seule façon qu'elle puisse être transformée. Avez-vous déjà remarqué comment les personnes qui vous déclenchent le plus reflètent souvent des qualités que vous n'avez pas acceptées en vous-même? Et si, au lieu de combattre ces aspects de vous-même, vous pouviez apprendre à les intégrer consciemment,
comme Harry a intégré sa connexion à Voldemort? L'inconscient collectif. Poudlard comme psyché. Jung croyait que sous notre inconscient personnel se trouve l'inconscient collectif, une couche plus profonde de la psyché partagée par toute l'humanité, peuplée de symboles universels et de motifs qu'il appelait archétypes. Poudlard lui-même représente cet inconscient collectif, un lieu où la sagesse ancienne, les créatures magiques et les figures archétypales se rassemblent. Chacune des 4 maisons représente différents aspects de la psyché qui doivent être intégrés. Gryffindor incarne la courage et la conviction morale, l'aspect héroïque du soi. Serre d'Aigle représente la sagesse et la poursuite intellectuelle. Poufsouffle symbolise la loyauté, le travail acharné et la connexion aux autres. Et Serpentard, souvent vilipendé, représente l'ambition, la ruse, et les aspects d'ombre que nous devons reconnaître. Le fait qu'Harry faillît être réparti à Serpentard n'est pas une coïncidence, c'est la reconnaissance qu'il porte en lui tous les aspects de la psyché, y compris ceux qu'il préfère régner. Le Schwaxpo voit la totalité de qui est Harry, pas seulement la persona qu'il veut présenter. Pendant son temps à Poudlard, Harry doit apprendre à travailler avec des personnes de toutes les maisons. Son amitié avec Luna Lovego lui enseigne à embrasser la sagesse de Serre d'Aigle. Son respect pour Cédric Diggory lui montre la valeur de la loyauté de Poufsouffle. Et sa relation complexe avec Drago Malfoy le force à confronter les aspects serpentards de sa propre nature. Jung disait que le but de l'individuation n'est pas d'éliminer l'ombre mais de développer une relation consciente avec elle. Le voyage d'Harry nous montre que nous ne pouvons pas simplement rejeter les parties de nous-mêmes que nous n'aimons pas, nous devons trouver des moyens de les intégrer de manière constructive. Intégration des opposés. Magie blanche et noire. L'une des intuitions centrales de Jung était que la santé psychologique vient de l'intégration des opposés, non du choix d'un côté plutôt que l'autre. Dans le monde sorcier, ce principe se joue à travers la relation entre magie blanche et noire, et la position unique d'Harry d'être capable d'accéder aux deux. La capacité d'Harry à produire un patronus puissant, l'une des formes les plus avancées de magie blanche, se développe parallèlement à sa compréhension croissante de la magie noire. Il apprend les sortilèges impardonnables non parce qu'il est mauvais, mais parce que comprendre tous les aspects de la magie le rend plus complet comme sorcier. Ceci reflète comment Jung croyait que nous devons comprendre notre capacité pour le bien et le mal pour devenir psychologiquement entier. La relation entre Harry et Voldemort représente ce que Jung appelait la « fonction transcendante », le processus psychologique qui comble le fossé entre conscient et inconscient, entre lumière et ombre. Ni Harry ni Voldemort ne peuvent exister tant que l'autre survit, mais ce n'est pas parce qu'ils sont simplement des opposés, c'est parce qu'ils représentent des aspects séparés de la même psyché qui doivent finalement être intégrés. Le défaut fatal de Voldemort était son incapacité à comprendre l'amour, ce que Jung reconnaîtrait comme un échec à intégrer son anima, l'aspect féminin, relationnel de la psyché. En divisant son âme en Horcrux, Voldemort a littéralement fragmenté sa psyché, rendant l'intégration impossible. Le voyage d'Harry se déplace dans la direction opposée, vers l'intégration et la plénitude. Quand Harry utilise le sortilège de mort pour finalement vaincre Voldemort, il ne devient pas mauvais, il intègre son ombre au service d'un bien supérieur. Jung appelait ceci le développement du soi, l'archétype de la plénitude qui transcende la perspective limitée de l'ego. La mort de l'ego, voie 9 et 3/4 et renaissance. Toute la série Harry Potter est structurée autour de mort et renaissance symbolique, que Jung reconnaissait comme essentiel au processus d'individuation. L'ego, notre sens conscient de soi, doit mourir, à répétition tandis que nous grandissons dans notre nature authentique. La première mort symbolique d'Harry se produit à la voie 9 et 3/4, où il doit marcher à travers ce qui apparaît comme un mur solide. Ceci représente le saut de foi requis pour passer du monde mondain de l'ego au royaume magique de l'inconscient. Chaque fois qu'Harry franchit cette barrière, il meurt symboliquement à son ancien moi et renaît dans un nouveau niveau de conscience. La chambre des secrets représente une descente dans le monde souterrain de la psyché, où Harry doit confronter le basilic, un serpent qui tue de son regard. En termes mythologiques, le serpent représente souvent la sagesse et la transformation, mais il peut aussi symboliser le pouvoir destructeur de l'inconscient quand il n'est pas correctement intégré. La rencontre d'Harry avec les détraqueurs l'introduit à ce que Jung appelait la nuit noire de l'âme, la crise psychologique qui précède souvent une croissance majeure. Les détraqueurs aspirent le bonheur et laissent leurs victimes seulement avec leurs pires souvenirs, forçant Harry à confronter ses traumatismes les plus profonds.
Son patronus, un cerf comme celui de son père, représente l'énergie masculine intégrée qui émerge de cette confrontation avec le désespoir. Mais la mort et renaissance la plus puissante se produit dans la forêt interdite, où Harry accepte volontairement ce qu'il croit être sa mort. Ceci représente ce que Jung appelait le sacrifice de l'ego, le moment où nous cessons d'essayer de contrôler nos vies et nous abandonnons à une sagesse plus profonde. La mort temporaire d'Harry et sa résurrection symbolisent la mort du moi dirigé par l'ego et la naissance du soi intégré. Avez-vous déjà vécu un moment où vous avez dû lâcher prise sur qui vous pensiez être pour devenir qui vous êtes vraiment? C'est le genre de mort et renaissance psychologique que Jung croyait nécessaire pour une vraie croissance. Devenir entier, le maître de la mort. Les reliques de la mort, la baguette de Suro, la pierre de résurrection, et la cape d'invisibilité représentent l'étape finale du processus d'individuation d'Harry. Jung croyait que le but ultime du développement psychologique n'était pas l'immortalité ou le pouvoir, mais la sagesse et l'intégration. La relation d'Harry avec chaque relique révèle sa maturité psychologique croissante. La baguette de Suro représente le désir de l'ego pour le pouvoir et le contrôle. La pierre de résurrection symbolise notre incapacité à lâcher le passé et accepter la perte. La cape d'invisibilité, qu'Harry a hérité de son père, représente l'héritage authentique non seulement des objets matériels, mais des motifs psychologiques et la sagesse transmise à travers les générations. Le moment crucial vient quand Harry choisit de laisser tomber la pierre de résurrection plutôt que de l'utiliser pour ramener ses proches de façon permanente. Ceci représente la maturité psychologique d'accepter la perte et la mort comme partie naturelle de la vie. Jung croyait qu'accepter la mortalité était essentiel pour vivre authentiquement ce qu'il appelait « vivre face à la mort ». À la fin de la série, Harry est devenu ce que le conte appelle le maître de la mort, non parce qu'il peut éviter la mort, mais parce qu'il ne la craint plus. Il a intégré son ombre, accepté ses pertes, et appris à choisir l'amour plutôt que le pouvoir. C'est ce que Jung entendait par individuation, non la perfection, mais la plénitude. L'épilogue, situé 19 ans plus tard, nous montre Harry comme adulte pleinement intégré. Il a nommé ses enfants d'après les personnes qui l'ont aidé dans son voyage Albus Severus, honorant à la fois Dumbledore et Rogue, représentant sa capacité à tenir la complexité et le paradoxe sans avoir besoin de tout résoudre en catégories simples. Votre propre voyage d'individuation. Le voyage d'Harry Potter du placard sous l'escalier à la gare de King's Cross est ultimement une feuille de route pour votre propre développement psychologique. Jung croyait que chaque être humain a le potentiel pour l'individuation pour devenir entier, mais cela nécessite du courage, de l'honnêteté, et la volonté d'affronter les parties de nous-mêmes que nous préférions ignorer. Comme Harry, vous portez en vous à la fois lumière et ombre. Vous avez des aspects de vous-même que vous avez appris à supprimer, des rêves que vous avez abandonnés, et des parties de votre nature authentique que vous avez cachées. Le voyage d'individuation consiste à récupérer ces parties perdues de vous-même et à les intégrer en un tout cohérent et authentique. Jung disait, « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une compréhension de nous-mêmes. » La prochaine fois que quelqu'un déclenche une forte réaction en vous, demandez-vous, « Quel aspect de ma propre ombre est-ce que je vois refléter vers moi ? Comment puis-je intégrer cette qualité de manière constructive plutôt que de simplement la rejeter ?» La beauté de l'histoire d'Harry est qu'elle nous montre que l'individuation n'est pas une destination, c'est un processus de toute une vie. Même à la fin de la série, Harry grandit encore, apprend encore, devient encore plus qui il est vraiment. Et c'est la vraie magie, non la capacité de jeter des sorts, mais le courage de devenir authentique dans un monde qui récompense souvent la conformité. À quoi ressemblerait votre vie si vous arrêtiez d'essayer d'être parfait et commenciez à travailler pour être entier? Quelle partie de vous-même avez-vous gardée enfermée dans un placard sous l'escalier? Et que se passerait-il si vous vous donniez finalement la permission de franchir votre propre voie 9 3/4 et de commencer l'aventure de devenir qui vous êtes vraiment? Votre voyage d'individuation vous attend. La seule question est, êtes-vous prêt à commencer? Si cela vous a touché, j'aimerais entendre parler de vos propres expériences avec le travail de l'ombre et la croissance personnelle dans les commentaires ci-dessous. Et si vous êtes prêt à plonger plus profondément dans la psychologie de Jung et comment elle s'applique à votre propre vie, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification parce que se comprendre soi-même est la magie la plus importante que vous apprendrez jamais. Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous devez juste être disposé à devenir entier.
Et ce voyage, comme celui d'Harry, commence par un seul pas dans l'inconnu.